Bonjour à toutes et toutes, bienvenue, merci d'être fidèles à ce rendez-vous, ce grand direct de la Route du Rhum, destination Guadeloupe, ici en direct de Saint-Malo. On a un plateau de très très haut niveau aujourd'hui, vous avez raison de nous regarder. Je vais vous présenter nos invités dans quelques instants, juste après vous avoir montré, c'est la tradition, vous le savez, l'image du jour. Et l'image du jour, elle nous fait déjà voyager parce que ça y est, on commence à parler de plus en plus de la Guadeloupe, et en tout cas la Guadeloupe est ici chez elle à Saint-Malo. En témoigne ce concert carnavalesque qui a eu lieu hier avec ce groupe guadeloupéen arrivé tout droit de l'île. Les couleurs de la Guadeloupe sont là un petit peu partout sur le village. Et nous, sur ce plateau, eh bien, on aura l'occasion de faire la part belle aux skippers guadeloupéens. Ce sera dans l'émission de vendredi. Ils sont 7 au départ et ce sera Kenny Piprol qui sera notre invité vendredi, invité de ce grand direct de la Route du Rhum, destination Guadeloupe. Merci en tout cas d'être avec nous. Et ce plateau, vous allez le découvrir désormais maintenant. Je suis ravie d'avoir à mes côtés pour commencer Catherine Chabot. Catherine, merci beaucoup d'être là. Bonjour. Bonjour, vous avez été la première femme à boucler un tour du monde à la voile en solitaire, sans escale et en course. C'était un Vendée Globe en 1996. Depuis, vous avez fait plein de choses. Vous êtes notamment engagée en politique avec un combat important pour l'océan, justement. On en parlera dans quelques instants. Et cette fois-ci, ce sera en catégorie Rome, en monocoque, que vous allez vous élancer à la barre de formative ESI Business School pour Océane Ascommon. Merci d'être là. Et merci de votre invitation. Ravie d'être en si bonne compagnie. On va reparler un peu d'histoire dans cette émission aujourd'hui. Philippe Poupon, ancien vainqueur, est avec nous aussi aujourd'hui à la barre d'un bateau qui a gagné également. Là aussi, on va revoir des images dans quelques minutes, raconter cette belle histoire. La belle histoire de 1986, c'était la victoire de Philippe. La victoire de 1990, celle de Florence Artaud et du bateau qui sera également au départ dimanche. À vos côtés, il y a le trophée qui est tant convoité. Vous l'avez vu, on l'a mis là aujourd'hui. On avait décidé de vous le montrer un petit peu près de Philippe. C'est impressionnant. Lui aussi, il a remporté ce trophée. C'était en 2014 en classe IMOCA. Bonjour François Gabard. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors une victoire en 2014, une pas loin de victoire, mais pas victoire quand même, en 2018. Et encore un sacré prétendant cette année à la barre de ce trimaran SVR Lazartigue, dont on verra quelques images dans quelques instants. En tout cas, merci beaucoup à tous les trois d'avoir accepté notre invitation. Alors Philippe, je le disais, vous êtes de retour ici sur le plateau, 36 ans après votre dernière apparition, 36 ans après cette fabuleuse victoire. Qu'est-ce qu'il reste de ce moment ? Alors, 36 ans après ma victoire, oui, c'est ça, 12, si je calcule bien. Ben, c'était hier, hein, c'était vraiment... on voit pas le temps passer, tant mieux. Ce qui reste, je suis très content d'être là. Saint-Malo est superbe, les bateaux sont incroyables. Je rêve à faire le ponton, à passer devant le bateau de François et des Ultimes, entre autres, parce que je suis avec eux là-bas au bout du ponton et c'est superbe. Donc je prends beaucoup de plaisir. Ben, la course n'a pas changé, hein, la recette est la même, c'est ce qui fait son succès. On part de Saint-Malo, on nous dit il faut que vous alliez en Guadeloupe et puis c'est tout. Donc un directeur de course va donner un coup de canon et puis on va tous s'élancer. Donc voilà, c'est très simple, on est en solitaire. On a revu des images de cette victoire de 86. Vous l'avez dit, après cette victoire, vous aviez déjà gagné des courses, mais celle-ci, elle vous a permis de devenir respectable. Qu'est-ce que ça veut dire ? Oui, merci. C'est vous qui l'avez dit, hein, ce sont oui, vos mots, bah, je ce dois ne sont dire pas des les miens. conneries de temps en temps, ça doit arriver. Non, oui, quand on arrive à graver son nom sur la coupe, c'est bien quand même, parce que c'est une fois tous les 4 ans, donc il faut vraiment il faut s'organiser, hein, parce que le temps passe vite. Donc voilà, oui, bien sûr, moi j'étais en 86, j'étais prêt, j'étais vraiment formaté, préparé pour ça. J'étais déjà dans le milieu de la course avec des succès, soit sur le Figaro, soit sur des transats en solitaire. Mais bon, gagner la Route du Rhum, bah, c'est quand même la reine des transats, la reine des courses françaises, voilà. Donc c'est bien sûr ça change. Bon, ça change pas la vie, mais bon, voilà, au moins on peut pas dire de conneries sur celui qui a gagné, hein. François, vous aviez 3 ans. 1986, bon, j'imagine que vous n'avez pas vécu cette arrivée en direct. Il n'empêche, des épopées comme celle de Philippe Poupon, ça marque forcément.
Bah oui, forcément. En effet, à 3 ans, j'étais encore un petit peu jeune. Mais juste après, c'est mes premiers souvenirs de la route du Rhum. Et non, en fait, ce que tu as fait il y a 36 ans et tout ce qui s'est passé derrière, bah, c'est aujourd'hui, c'est grâce à ça que la route du Rhum est ce qu'elle est aujourd'hui. Et si on navigue, si j'ai la chance de naviguer sur un bateau aussi extraordinaire que le trimaran Ezer Lazartic, c'est grâce en effet à toutes ces éditions des Routes du Rhum, des éditions difficiles, des éditions plus joyeuses, et tous les progrès qui ont été faits tant sur les bateaux que sur notre capacité à les pousser rapidement sur l'Atlantique. Alors là, vous n'allez pas naviguer dans la même catégorie, mais il y a quelques jours, quelques semaines, vous avez participé à la régate des héros du côté de Port-la-Forêt. François, deuxième, derrière qui? Derrière Philippe, hein, quand même, hein, sur ces petits bateaux-là. C'est le respect, justement, le respect de l'histoire. C'était un bon moment aussi de se retrouver là avec différentes générations sur ce genre d'événement. Ah mais c'était très sympa. Moi, c'est la première fois que je naviguais en pabouk, donc c'était à Port-la-Forêt. Et on a passé un bon moment. Enfin, c'était sympa. C'était la fin de l'été, c'était cool. Moi, je suis très content parce que j'ai quitté un peu le milieu de la course, donc j'étais parti voir les phoques et puis voilà, de retrouver tous ces gens que je suis quand même. Hein. J'ai navigué contre certains, pas mal d'ailleurs. Surtout du temps du Figaro, et puis voilà, de les retrouver, les voir en chair en os, c'est pas mal. Puis de gagner, hein, quand même si c'est une petite course, vous avez gagné ah non, cette je régate. suis pas du genre à me laisser faire. Là, les concurrents de Philippe Poupon sont prévenus, évidemment. Alors cette fois Philippe, mais également Catherine, vous allez vous élancer donc ce dimanche dans une catégorie qui s'appelle la catégorie Rome. Pour Philippe, ce sera en multicoque. Pour Catherine, ce sera en monocoque. On va vous présenter ces deux catégories avec François Schlotterer et les équipes de Nefsi. L'essence de la route du Rhum destination Guadeloupe, c'est la course sans contrainte. Un marin, un bateau et la mer à traverser. Des fondamentaux que l'on retrouve dans les catégories Rhum Mono et Rhum Multi. Des bateaux de 8 à 22 mètres, des bateaux récents ou vintage, ne rentrant pas dans les classes standardisées de la course au large. C'est là que se frottent des amateurs chevronnés avec les grands noms de la voile. Pour les monocoques, le favori est Jean-Pierre Dick sur un bateau récent de 52 pieds qu'il a imaginé comme un coursier de luxe. J'y reviens avec envie et cette classe Rome, il y a vraiment des navigateurs sympathiques, quelques bateaux mythiques et c'est intéressant de s'y confronter. Ouais. Derrière Dick, on assistera à une course aux couleurs sépia. Arnaud Pénarin à la barre de Penduc 3, monocoque de 1967. Wilfried Clerton sur Critère 8, un bateau qui participera à sa 6e route du Rhum. En multicoque, c'est la piste aux étoiles. Philippe Poupon sur l'ancien Pierre Ier de Florence Artaud devrait être le plus rapide, quand Roland Jourdain, Marc Guimau et Gwen Chapalin navigueront sur des catamarans de course croisière. C'est vrai que c'est une classe un peu senior, mais je crois qu'on va bien se tirer la bourre, ça va être sympa. 29 sillages à l'abordage d'une nouvelle édition de Légende. Voilà, l'étiquette de favori, elle est quand même de ce côté-là, du côté des multicoques, Philippe. Catherine, comme Philippe Poupon, vous êtes de retour à la voile pour une deuxième route du Rhum, 20 ans après, avec cette envie de retrouver le bonheur d'être sur l'eau. C'est vraiment ça qui vous a décidé à vous relancer cette année ? Ah oui, moi je pense qu'au-delà de la compétition, il y a le bonheur de vivre en mer. Et Philou le connaît bien, celui-là de bonheur avec son fleur austral ces dernières années. Ça fait 20 ans que j'ai arrêté la compétition. Comme vous l'avez dit, que je suis mobilisée pour essayer de préserver la mer et le littoral, parler de développement durable, et plus j'en parle et moins je la pratique, même si je continue à la pratiquer ces dernières années en famille, y compris en régate. Mais voilà, j'avais envie effectivement de retrouver ce contact avec la mer. Alors ça va être un peu chaud, un peu musclé, j'ai l'impression, comme réimmersion, mais voilà, le bonheur. Et puis sur un bateau qui est formidable, qui est vraiment formidable. C'est amusant parce que la route du Rhum laisse la possibilité à tout un tas de bateaux, le vieux bateau de Florence, l'incroyable trimaran ultime de François, et puis mon bateau qui date de 90, finalement qui a été rénové il y a 4 ans pour mon mari, avec lequel il a couru la route du Rhum, le bateau de VDH, Jean-Luc Van Den Ede. Et finalement, on arrive à les optimiser. Ce bateau, me semble-t-il, est plus rapide que ce qu'il a été quand je l'ai connu en 96.
qui vous a aidé à boucler ce tour du monde. À boucler mon tour du monde. Et effectivement, alors vous le dites, c'est un bateau quand même qui peut être performant. En tout cas, vous avez fait en sorte qu'il ne soit pas juste un bateau, comme on l'entendait, un peu vintage, avec des couleurs sépia. C'est l'objectif quand même quand on revient et qu'on a été compétitrice, Catherine, c'est certes passer des messages, mais pareil, hein, aller un peu vite. Oui, je pense que j'irais faire autre chose pour passer mes messages que de la compétition si j'étais pas aussi un petit peu titillée. Après, je vais vous dire, mon objectif, moi, c'est déjà d'arriver au bout de l'autre côté, en course, puisque en 98, quand j'ai couru, alors sur le bateau qui a suivi, derrière ce bateau, j'ai fait construire un autre bateau avec lequel j'ai couru mon deuxième Vendée Globe, qui était plus rapide. Mais malheureusement, j'ai dématé, tête de mât qui a cassé à quelques encablures de l'arrivée, et de ne pas boucler ce Tour de la Guadeloupe qui est quand même mythique. C'est une frustration que j'ai conservée et j'espère bien finir en course. Après, le bateau, sur le papier, peut faire un podium. Donc, mais il peut se passer tellement de choses. Voilà, podium aussi, pourquoi pas. En tout cas, on vous le souhaite, Catherine Chabot. Vous êtes l'une des 7 femmes du plateau, toutes catégories confondues. 7 femmes, 6 catégories, vous l'avez compris. Bon, c'est peu. Vous êtes déjà là, c'est bien. Il y a eu des modèles. Il y a eu Hélène MacArthur, il y a eu Florence Artaud, dont on parlera dans quelques instants. Il y a des Sam Davis. On les découvre ici, Piper, Justine Métro. Est-ce que au départ, il y a suffisamment de confiance chez ces femmes? Est-ce que la détermination qu'avait Florence Artaud en 90 en disant moi si j'y vais c'est pour gagner, est-ce que ça manque aujourd'hui? Vous parlez de confiance en elles. Je vais vous dire, il y a un plateau de femmes aujourd'hui que je trouve, alors pas forcément que sur la route du Rhum, puisqu'elles sont effectivement pas très nombreuses, mais extraordinaires. Moi, je vois la jeune génération qui arrive. Je suis bluffée. Moi, je pense qu'elles sont forcément, d'ailleurs, d'une manière générale, tout le plateau a monté à grimper en compétences, et les femmes y compris. Et je pense pas qu'il y ait de manque de confiance de leur part du tout. Non, pourquoi il y en a pas autant au départ? Peut-être qu'il y a d'autres programmes, probablement, mais on pourrait en voir. Il y a forcément. Et ce qu'il faudrait, à mon sens, c'est favoriser, comme le fait la The Ocean Race. J'étais pas du tout fanat des quotas, moi, il y a quelques années. Et finalement, c'est peut-être ce qui peut permettre à un moment donné de ce tour du monde en franchir le équipage pas. avec escale, qui impose d'avoir 2 femmes à bord, permet aux femmes qui ont de la compétence de grimper aussi en compétence, et peut-être aussi de désinhiber les skippers qui hésiteraient, ou finalement qui, au bout du compte, moi-même j'ai voulu courir cette course dans les années 85 puis 80, enfin bref, il y a longtemps, et j'ai jamais pu embarquer parce que j'étais une femme. De toute évidence, c'était un risque que prenaient les skippers. Aujourd'hui, moi je trouve que c'est pas mal. Après, quand on navigue en solitaire, c'est des projets qu'on porte soi-même parce qu'on a envie d'y aller, et il y en a plein aujourd'hui qui étaient là il y a 4 ans, qui ne sont pas forcément là aujourd'hui, mais qu'on reverra. Moi, je ne suis pas inquiète. Une femme à la barre d'un trimaran géant, François, c'est envisageable, c'est possible dans les années qui viennent? Bien sûr, et ça serait souhaitable. Et c'est vrai que c'est assez étonnant quand on voit la représentation des femmes dans les résultats de la Route du Rhum. Et évidemment, Philippe est là avec Florence pour en parler, mais Hélène MacArthur, enfin, les résultats des femmes sont statistiquement, par rapport au nombre de femmes au départ des courses, elles sont meilleures que les hommes. Enfin, si on prend les statistiques, le nombre de femmes qui ont pris le départ et le nombre de femmes qui ont gagné. Et donc c'est étonnant, en effet, qu'il n'y en ait pas plus. Et on espère, et on ne peut que espérer qu'il y en ait plus dans les années qui viennent, et sur toutes les catégories, et aussi en multicoque, puisque malheureusement, en effet, aucune femme aujourd'hui au départ en multicoque, alors que Florence nous a montré il y a un peu plus de 30 ans qu'on pouvait gagner. Et on va d'ailleurs reparler de Florence et revoir aussi ces images, parce que on l'a dit, il y a l'histoire de Philippe qui a gagné cette course, et puis 4 ans après, l'histoire incroyable de Florence Artaud avec ce bateau sur lequel vous allez embarquer, Philippe. On ne se lasse pas de revoir ces images à l'arrivée en 1990. On va les voir dans quelques instants. Ce bateau, dites-nous un mot de son histoire et de ce qu'il représente pour vous. L'ex-Pierre Premier, le bateau avec lequel Florence a gagné la Route du Rhum en 90, c'est pas un bateau facile, hein. Il faut mettre le niveau haut pour gagner sur ce genre de monture. Florence était un grand marin, hein. On parlait des femmes, et c'est vrai que elle a commencé très jeune, elle a fait beaucoup de courses, elle a beaucoup navigué. Donc voilà, c'est la recette aussi, hein. On le voit. Bon, les compétiteurs hommes aujourd'hui, entre autres sur les classes là, ils sont les leaders. Ils ont des heures incroyables de navigation. Donc
Voilà, il n'y a pas de Vous vous raison que les souvenez de femmes... ces images, Philippe, là, qu'on découvre Ah bah l'arrivée moi, de alors Flo? moi, j'étais pas là. Hein. Oui, non. J'étais Vous un peu les avez derrière. vus probablement. J'étais un peu derrière. Bien sûr. J'étais un Mais- peu derrière. C'est l'avantage. Les mais- images de l'arrivée de Florence Artaud, parce que c'est un véritable exploit, on le dit encore, c'était les mots qui étaient employés à l'époque et qui le sont toujours, cette arrivée triomphante, triomphale Ah, de bah, Florence Artaud en on ne Guadeloupe. pouvait pas rêver mieux. Une fois plus, la route du Rhum écrit son histoire. Florence, on pouvait pas rêver mieux, comme cerise sur le gâteau, c'est sûr. Voilà, par rapport à des grands marins. Catherine? Oui, non, mais moi, à l'époque, je travaillais pour la Route du Rhum et j'étais au PC Presse à la Maison de la Radio et j'ai pleuré. J'ai pleuré quand Florence a... D'abord, c'était magique, les images étaient belles. Florence était belle sur la coque de son trimaran. Et voilà, c'était un moment c'est amusant parce que les arrivées, quand un marin gagne, c'est souvent... Il est au sommet de sa carrière et on a l'impression que tout concourt à ce qu'il gagne. Et Florence était en confiance, malgré une traversée un peu compliquée pour elle. Mais voilà, c'était fluide. C'était fluide comme ça l'a été pour Philou juste avant. Comme ça l'a été, moi je suis très proche de Lionel Lemonchois. La victoire de Lionel Lemonchois en je ne sais plus quelle année, 2006, est extraordinaire aussi à la barre de Gitana. Je trouve qu'il y a un moment, il y a une rencontre entre... il y a un marin qui est au sommet de son art. Et Florence était au sommet de son art. Et voilà, c'était très émouvant. À l'arrivée, elle l'a dit aussi, j'ai navigué à la poupon. Voilà, vous étiez un exemple pour elle aussi. Philippe, sur les pontons, là, en ce moment, par rapport aux marins que vous croisez et qui vous disent combien vous les avez marqués, est-ce que vous avez conscience d'être un monument de l'histoire de la voile? Vous avez baptisé des bateaux avec des gens dont vous avez été Non, mais vous savez, l'idole il y a quelques temps. Il y a un moment, ça m'a gonflé, on va dire. Donc je suis parti. Et puis, non, là, je suis beaucoup plus décontracté. Voilà, oui, c'est sympa. Je trouve ça... C'est juste sympa. C'est juste sympa. Oui, bon, oui, c'est pas non plus Dieu le Père et le Dieu de la voile, là. Donc tout va bien. Je crois qu'on fait partie des histoires. Et puis je pense qu'on a véhiculé une belle image, on a véhiculé des belles valeurs, nous tous et tous ceux qui sont là. Je crois que c'est ce qui fait la force de la voile, la beauté de la voile, le respect de la voile, c'est ça. Je crois qu'on est tous des belles personnes et on se respecte tous les uns par rapport à ça. Franchement, c'est super. François Gabard, vous non plus, vous ne passez pas vraiment inaperçu sur les pontons. Il y a une chaleur autour de vous. Il y a beaucoup de bienveillance, des autographes, consignes, des photos également. Qu'est-ce que ça fait, là, quelques jours d'une course? On en parlait hier, parfois c'est un peu pesant, toutes ces obligations. Ça doit donner un certain... Ouais, mais il faut arriver à trouver courage le bon équilibre parce qu'en effet, il y a beaucoup d'énergie. Et c'est ça qui fait la force de la Route du Rhum. C'est qu'en effet, il y a des milliers de personnes qui viennent assis à Saint-Malo et ils viennent avec du rêve, des yeux qui brillent, une envie de nous croiser. Et en effet, ça apporte une énergie qui est assez sympa. Et donc, il faut, je pense, partager, leur donner un peu de soi. Et puis voilà, tout ça, ça fonctionne bien. Et puis évidemment, après, il y a aussi les contraintes du départ d'une course avec toute la difficulté. Un dimanche, c'est pas simple de prendre le départ avec nos grands bateaux. Donc, il faut en même temps être concentré pour ne pas être en retard au direct ici. Donc, des fois, il faut aller un peu vite dans la foule. Et puis, voilà, il faut arriver à trouver le bon équilibre pour commencer à se concentrer sur sa course et faire vivre des bons moments humains avec les gens qui sont venus ici à Saint-Malo. Ce sera votre 3e participation. Quand on pense aux 2 précédentes, l'image forte qui revient, c'est laquelle? Oh, je sais pas. Forcément, mon premier Rhum en 2014, c'est quand même un truc assez dingue. Mais même avant, limite en 2010, c'est la première fois que j'étais à Saint-Malo. J'allais naviguer avec Michel Desjoyaux quelques mois plus tard sur la Barcelona World Race. Et donc j'étais là avec son équipe et déjà... Voilà, vivre ou juste à côté d'un bateau de course, le départ, c'était fou. Alors là, je suis en moitié en contre-jour. L'arrivée victorieuse de 2014. Ah, ça c'est 2014. Donc ouais, non, moi j'étais super fier de cette course, de cette arrivée. J'en étais vraiment très très content. Et évidemment, moi je garde un super bon souvenir malgré tout de 2018, qui reste voilà un moment de course, de régate. Avec Francis qui était extraordinaire et j'en garde un très 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 bon souvenir. Évidemment, une petite frustration à la fin, une petite déception, mais qui est bien effacée par le bonheur que j'ai pu
vivre autour de la Guadeloupe et même avant en traversant l'Atlantique avec un bateau qui malheureusement était quand même bien abîmé. Je crois que comme vous, à votre époque, le manque de vent avait été problématique à l'arrivée. C'est ce qui avait coûté la victoire à François aussi. Cette année, ce sera pareil, je vous rassure. On connaît le coin un peu. Oui, parce qu'on est sous le vent de la Guadeloupe, donc il y a une grosse montagne qui arrête le vent. Donc voilà. Donc il peut se passer des choses, malheureusement. C'est quelque chose qu'on craint à nouveau, François, là? Ou on n'y pense pas encore? On verra plus tard. Non, mais en effet, ça fait partie de la route du Rhum, et la route du Rhum elle commence sur la ligne de départ ici, donc il faut aller au Cap Fréhel. Donc déjà il y a une zone là où il y a beaucoup de manœuvres à faire potentiellement, il y a beaucoup de bateaux, et puis il y a une autre zone à l'arrivée, dans une zone en effet avec du vent assez erratique, avec des bateaux qui pour nous, ne sont pas des bateaux très manœuvrants, donc c'est des grands bateaux qui sont faits pour aller vite à travers l'Atlantique, mais qui ne sont pas faits pour faire une régate entre deux bouées ou spécifiquement pour faire le tour de la Guadeloupe. Donc il faut quand même s'adapter, il y a beaucoup de monde, il faut faire attention. Et évidemment, le Dévent, il était là il y a 4 ans, il sera là dans une semaine et il sera toujours là dans 4 ans, je le souhaite. D'ailleurs, c'est plutôt bon signe, ça veut dire qu'il y a toujours de l'Alizé et pas trop de transformation. Mais voilà, ça fait partie du jeu et ça fait partie de la régate. Le retour en solitaire, vous l'attendiez, vous êtes heureux de repartir tout seul en tête à tête avec ce bateau? Ouais. Non, c'est vrai qu'il y a 4 ans, j'avais eu la chance d'enchaîner beaucoup de navigation en solitaire, parce qu'en 2018, juste avant, j'avais fait un tour du monde donc en solo, en record. L'année d'avant, j'avais fait la Transat anglaise, donc j'avais eu un petit période là, de 12, 18, 24 mois où j'avais beaucoup navigué en solitaire. Un petit peu moins ces dernières années, comme nous tous d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas eu de course en solitaire depuis la dernière route du Rhum en 2018. Et oui, et l'envie, elle est là. Et c'est vrai que c'est quand même c'est une chance et un privilège extraordinaire de naviguer en solitaire déjà, peut-être encore plus sur ces bateaux magnifiques. Et c'est un exercice qui est difficile, c'est un vrai challenge à chaque fois, malgré l'expérience. Et ça reste un exercice qui est extrêmement compliqué, mais qui est pour un marin très 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 excitant. Et ouais, je suis content de revivre cette sensation de la navigation en solitaire sur ces bateaux-là. C'est vraiment une chance et j'ai hâte d'être à dimanche 13h. J-4, vous avez prononcé le mot de challenge. Le challenge, ça va être de ressortir des écluses dans ce passage très 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 serré, très étroit. Le briefing skipper va avoir lieu dans quelques minutes. J'imagine qu'il va en être question, ainsi de la météo. Est-ce que c'est un moment qu'on redoute? On revoit ces images, ça passe vraiment... on voit bien, en effet, il n'y a pas beaucoup de place de chaque côté. Et ça s'est vraiment plutôt très bien passé. Alors, les conditions météo étaient bonnes pour la rentrée. On est vraiment très très content d'être ici dans le bassin, le village. Enfin voilà, la fête est vraiment belle, donc c'est vraiment chouette qu'on ait pu faire rentrer tous nos bateaux. Alors évidemment, la route du Rhum, c'est quand même sur l'Atlantique ça se passe, donc maintenant il va falloir qu'on sorte. On espère la météo. Alors il y a un petit peu plus de vent vendredi pour la sortie des bateaux, mais voilà, on espère que ça va bien se passer et qu'on va pouvoir être prêt pour le départ dimanche. Pour conclure là-dessus, quand vous êtes arrivé, vous avez annoncé avoir endommagé votre dérive. Alors, je voudrais qu'on prenne de ces nouvelles. Ouais, les nouvelles de la dérive, elle est en réparation. Enfin, elle est même en fin de réparation. Donc, elle devrait arriver là, sur le trimaran dans les heures qui viennent. Et on espère pouvoir donc la mettre en place et tout vérifier. Donc, justement, avant la sortie des écluses vendredi après-midi. On va peut-être faire notre petit point météo. Même si Philippe Poupon ne veut pas regarder encore les fichiers météo avant vendredi, on a dit, c'est ça. On va jeter un petit œil quand même pour voir ce qui vous attend dimanche. Alors tous les jours, on montre notre carte avec des vents attendus ce dimanche. Catherine Chabot, est-ce qu'on regarde déjà un peu la météo ou... Ah oui, moi je sais pas comme Philou, ça fait plusieurs. Moi je suis une amateur, je reviens en amateur, donc j'ai besoin de m'immerger. Je suis déjà à moitié dans ma bulle et puis là, pour tout vous dire, je sors de mon premier briefing météo avec le météorologue qui va m'accompagner. Oui, parce que je trouve qu'on a besoin d'avoir déjà la tête, en tous les cas moi qui pratique pas la voile de compétition au quotidien comme François ou comme Philou, j'ai besoin de me remettre en situation. Voilà. Philippe, il veut pas regarder. C'est quoi l'expression? Oui, mais qui regarde trop la météo reste au bistrot, c'est bien connu. Oui. Donc alors, qui regarde trop la météo perd ses forces au bistrot, ça c'est bien connu. Ah oui, c'est ça. Ouais, mais en même temps, ça me permet de me dire d'essayer de me projeter. Et puis, oui, je trouve que c'est bon quand même de se sentir en mer avant d'y être. Le problème aujourd'hui, c'est que ça nous empêche de dormir. Donc, en ce moment, oui, c'est pas, je sais pas. Moi, en fait, la question que je me demande, c'est comment, à la limite, moi, j'ai le bateau qui peut affronter vraiment
vraiment le gros temps, quoi. C'est-à-dire, s'il y a bien un bateau qui peut affronter le gros temps, c'est le mien. Et alors, moi, je suis admirative. Je me dis, mais comment vont faire les ultimes, les multicoques, etc. On se souvient qu'il y a Les 4 ans IMOCA, déjà. je ne sais pas comment ils vont les- faire les autres. la- parce que la déjà, sortie pour moi, était je suis complexe, un hein. peu inquiète. Il y a 4 ans, la première nuit, les Ouais, 2 premiers bah, jours de course, En général, de toute façon, et justement, si on reprend toutes les éditions de la Rhodium, il y a quelques éditions clémentes où ça se passe plutôt bien, mais on est quand même au mois de novembre en Atlantique Nord, donc en général, il y a des dépressions qui passent, il y a du vent, il y a des vagues. C'est jamais très simple. Et là, en effet, on peut commencer. J'ai commencé à regarder. Grosso modo, on part en tout cas avec du vent de face, ça c'est à peu près sûr. Et c'est un petit peu agité, on va dire, dans l'Atlantique Ah. Nord. Il y a un peu des vagues un peu partout. Allez, on va continuer de regarder ces fichiers, on affinera tout ça d'ici dimanche. En un mot, Philippe Poupon, dans cette catégorie, celle de François Gabard, qui va gagner? Je veux un pronostic. Oui, non, Rapidement, je fais tourner il nous la- reste 30 Je fais secondes. tourner la roulette, tac, 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 et puis voilà, je ne sais pas. Voilà, personne ne sait vraiment et cette compétition va être absolument formidable. Les ultimes et les autres classes, bien évidemment. Merci à tous d'avoir été avec Merci. nous aujourd'hui. Merci. Bon vent, belle-mère, comme on dit. Demain, vous aurez rendez-vous avec Yves Leblévec, Francis Le Goff, Éric Perron et Sébastien Marseille à 13h, évidemment. Et d'ici là, eh bien, évidemment, vous nous suivez sur les réseaux sociaux, sur toutes les plateformes, évidemment. Et puis, vous téléchargez l'application, notamment pour celles et ceux qui nous rendent visite ici à Saint-Malo, pour retrouver exactement où sont tous les skippers. D'ici là, passez une très belle fin de journée. On se retrouve demain, 13h.